Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et ce depuis ce matin. Nous sommes toujours en direct évidemment du Salon des maires et des collectivités locales sur le stand de l'UDP et sur UDP TV bien sûr. On va continuer de parler de votre quotidien avec un thème qui est un petit peu épineux. C'est vrai, on va essayer de le rendre le plus pédagogique possible puisqu'il s'agit de votre sécurité, plus précisément de la sécurité des métiers de la santé, du droit, des techniques et cadres de vie qui sont, c'est vrai, régulièrement victimes d'atteintes à leur sécurité et à leur intégrité sur le terrain. Un exemple, peut-être un chiffre parlant, l'Ordre national des pharmaciens a recensé près de 500 agressions en 2023, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Alors quelles sont les solutions concrètes pour concilier proximité, responsabilité et sécurité, et puis surtout pour restaurer la sérénité et la passion dans le quotidien de celles et ceux qui assurent ces missions évidemment essentielles à la cohésion sociale. On va en parler avec nos invités. Nicole Dubré-Chirat, bonjour. Bonjour à vous. Député du Maine-et-Loire, oui. Également membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Philippe Bessé est également avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vice-président santé de l'UNAPL et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et Stéphane Viry, bonsoir. Bonjour. Également un habitué de ce plateau, député des Vosges et membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Philippe Bessé, puisque vous êtes un peu notre représentant terrain, j'ai envie de dire, j'aimerais savoir de quelle manière se matérialise cette insécurité auprès des pharmaciens. De plusieurs manières, en fait. Il y a plusieurs sortes d'insécurité. Il y a les événements graves. Alors, par exemple, quand il y a eu les émeutes de 2024, on a eu des pharmacies complètement détruites. Les pharmacies sont des cibles, en fait, pour les émeutiers. Et donc, on a eu un grand nombre de pharmacies complètement rasées par des incendies. On a des agressions graves, comme par exemple des attaques à main armée. On a notre présidente de l'ordre à Rouen, qui elle-même a subi une attaque au revolver dans son officine. Donc on a des agressions. Et ensuite on a ce qu'on appelle des incivilités. Ce sont des choses du quotidien. Et quand on doit faire respecter la règle, quand on doit faire respecter la réglementation pour la sécurité des gens, les gens ne le comprennent pas. Par exemple, quand on demande un médicament qui n'est pas sur l'ordonnance et que le pharmacien dit non, si c'est pas sur l'ordonnance, on vous le donne pas. Exactement. Donc ça peut être générateur de conflits et c'est très prenant en fait. Et enfin, il y a les vols pour ce qui concerne les pharmaciens. Je parle des pharmaciens parce que c'est ce que je connais le mieux et pour exemplifier, mais ça existe aussi pour les métiers, pour les infirmières quand elles vont sur site. Et ça existe aussi sur les médecins dans leur cabinet, quand ils refusent un arrêt de travail, quand en fait ils essayent de faire leur métier de façon correcte et qu'ils sont face au ressenti de la population qui ne sait plus se maîtriser. Alors justement, en mai dernier, vous étiez l'invité de la radio RMC et vous avez dit ces mots très forts, les gens n'ont plus de limites. Et ça m'est apparu vraiment comme un choc que vous le disiez de cette manière-là. Oui, et d'ailleurs, je suis allé encore un cran plus loin. Dans mon congrès national qui s'est passé à Lyon il y a 15 jours, j'ai carrément fait venir en plateau l'ancien négociateur du RAID. Et on a organisé une séance de formation, et on va organiser des séances de formation à la négociation. Puisque, en fait, on a besoin désormais, quand on est face au public, d'être en attitude de négociateur. On est face à une population à qui qu'on doit prendre en compte son mal-être. Et en fait, il faut qu'on apprenne nous-mêmes, si on veut se protéger, se mettre dans une attitude de négociateur du RAID. C'est un peu incroyable ce que je vous dis. Mais on en est là, et donc on le fait, et on va le faire. On va faire ces formations. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à prendre en compte notre environnement tel qu'il est. Nicole Dubré-Chirat, vous avez beaucoup travaillé, vous, auprès des infirmiers et des infirmières, et notamment pour l'élaboration d'une loi sur la profession infirmier. Et on sait que pour les libéraux, vous venez justement de le dire, depuis le Covid, il y a quelque chose qui s'est tendu. On n'est plus infirmier et infirmière à domicile avec la même sérénité qu'avant. Sur le terrain, comment ça se traduit encore ? Je pense qu'on est dans la même difficulté que les autres professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on fait face à des incivilités alors qu'on va en proximité chez les patients et que c'était la personne, je dirais, la plus appréciée sur le territoire, qu'il reste encore. C'est un lien social. Exactement, mais on fait face aussi à des gens qui sont agressifs, qui ne sont pas satisfaits des soins ou pas de l'heure. Où il y a une défiance aussi depuis le Covid par rapport aux vaccins, aux soins. Exactement, avec une difficulté à réaliser des soins
soins dans des conditions relativement sereines auprès de personnes de tous les âges. Ce n'est pas forcément que les personnes âgées. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui relève de la formation des personnes à la relation à l'autre dans un contexte d'agressivité pour mieux dédramatiser et arriver à discuter ou négocier avec les gens pour arriver à satisfaire les soins dans des conditions acceptables. Donc il y a de la formation, mais il y a aussi une nécessité de dénoncer les choses. Pendant très longtemps, les infirmières ne l'ont pas fait. Se sont tues parce que elles avaient peur de représailles, de modification des relations. Et de perdre aussi peut-être leur pain quotidien. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a une montée en puissance des dépôts de plaintes de manière à colliger aussi les plaintes et à essayer de travailler sur ces plaintes pour améliorer la situation et faire qu'on puisse préparer les infirmières à des conditions plus acceptables. Et je ne parle pas de certains quartiers où c'est comme les médecins qui vont auprès des patients, où on peut arriver en se faisant caillasser sa voiture. Certains ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers. Stéphane Viry, il y a un mot qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment, que certains rejettent d'ailleurs, c'est l'ensauvagement. Ensauvagement de la société. Est-ce qu'il est réel au point où on l'imagine? En tout cas, que l'U2P décide de faire une table ronde sur le thème de la sécurité. C'est la première fois. Ça démontre quelque chose. Ça démontre que c'est devenu un sujet. Que pour un artisan, un commerçant, un acteur de proximité, il n'y a plus uniquement la quiétude du résultat, du chiffre d'affaires, il y a désormais sa sécurité. La sienne, mais aussi celle de son fonds, celle de son patrimoine. Ensauvagement, je ne voudrais pas tomber dans ce... Comment dirais-je, dans ce lexique. Dans ce lexique. En tout cas, qu'il y ait, et Nicole en parlait, qu'il y ait désormais une agressivité récurrente, qu'il y ait une méfiance contre toutes celles et ceux qui portent, entre guillemets, une institution. Bien sûr, nous, les politiques, bien sûr, les institutions en tant que telles, mais les commerçants sont des acteurs institutionnels de la société. Ils sont également visés ou la cible d'hommes et de femmes, de concitoyens qui considèrent que rien ne va dans nos sociétés, que les règles ne sont pas bien faites, qu'on peut les transgresser et que globalement c'est la loi du plus fort et donc que c'est la jungle. Ensauvagement, je ne sais pas. En tout cas, il y a une inquiétude réelle du terrain. Il y a globalement effectivement une loi de la jungle et on le voit dans certains quartiers où le narcotrafic est devenu davantage le droit commun que le droit ordinaire. On voit bien que c'est un véritable sujet. Donc moi je me félicite qu'une structure comme l'U2P mette la question du quotidien, de la sécurité de nos acteurs de proximité au rang des préoccupations. Et juste un dernier mot, parce que c'est le sujet, c'est un fait, désormais il faut le régler. Et on ne le réglera que par l'application du droit pénal. Voilà, c'est ça la question, parce que bien sûr on fait le constat, et il était important qu'on en parle entre nous. Mais maintenant, on fait comment? Parce que ce soit pour les professions libérales ou même pour tout un chacun, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Pour les pharmaciens par exemple, je sais que beaucoup investissent dans des caméras et même des vigiles privés. Donc c'est-à-dire, c'est peut-être pas la norme partout, mais en tout cas ça peut exister. Et donc ça veut dire que c'est un coût en plus pour ces commerçants-là. Mais à part ça, porter plainte, d'accord, mais s'il n'y a rien après. Alors, plusieurs choses. D'abord, remettre les choses dans leur contexte. On a 98% des gens qui viennent dans nos officines qui sont adorables. Hein, et donc il faut quand même voir les choses. Hein. On n'est pas dans une société où personne ne peut se parler. Hein. Ça va. Le problème, c'est qu'il y a effectivement des agressions de plus en plus violentes et les limites qui ne se font pas de façon naturelle quand elles sont dépassées. Ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Les députés ont voté une proposition de loi. Ils ont mis d'ailleurs beaucoup de temps à le faire parce que les propositions de loi, c'est lent entre le circuit parlementaire, mais ils y sont arrivés, qui reprend d'abord, qui crée le délai d'outrage pour les soignants, donc qui majore les sanctions pour les personnes qui font des du service public. Non, même pour les libéraux. Hein. Okay. Même pour les libéraux. Et d'autre part, cette même loi permet aux institutions de se porter partie civile aux côtés des professionnels. Donc c'est l'ordre, en ce qui nous concerne, qui va pouvoir appuyer le professionnel dans son... Donc ce qu'on voit, c'est que cette prise en compte qui a eu lieu il y a quelques années débouche sur quoi? Sur de la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la mise en place effectivement de dispositifs
défensif, donc des caméras, l'inscription dans les gendarmeries, dans les commissariats, sur des listes de lieux à sécuriser en premier, ce qui fait que quand on les appelle, on est sur la liste des lieux où ils doivent se rendre immédiatement. Voilà. Et puis des réponses pénales adaptées et qui vont donc des évolutions qui vont pour moi dans le bon sens. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais en tout cas la prise en compte elle est là et le début de solution, en tout cas la prise en charge, elle est aussi au rendez-vous. Nicole Dubréchien, on parlait donc des infirmiers, des infirmières qui ont effectivement la possibilité de porter plainte. Oui. Parfois je peux les comprendre quand on a une personne âgée par exemple avec son fils isolé. On subit des violences et on se dit mais ce sont des pauvres gens, j'ai pas forcément envie d'aller en plus leur causer des problèmes, il y a peut-être aussi ce truc-là. Et est-ce que finalement aussi quand plainte il y a des suites et est-ce que finalement le mal n'est pas déjà fait? Alors je pense qu'il faut faire la différence entre une personne âgée, agressive, qu'on lie à des troubles cognitifs, et puis la famille qui peut être des fois agressive Voilà. de façon excessive. Donc je pense que ça c'est l'infirmière qui va faire le distinguo, je dirais. Après, je pense que tous les problèmes d'insécurité, pendant longtemps, ils ont été mis sous le tapis. Donc il faut en parler, il faut déposer plainte, il faut faire le lien avec la police qui à certains moments intervient, parce que c'est le but aussi du recensement des plaintes, de quelquefois se déplacer sur les cabinets pour faire des repérages d'empreintes, etc., sur des vols, et qui permet quand même d'intercepter des gens et de les sanctionner. Je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir déposer une plainte à partir de son lieu professionnel, que ce soit son cabinet et non pas son domicile ou son lieu d'exercice en tant que salarié. Mais je pense que la compilation des plaintes, que par les ordres souvent aussi c'est passé, par les ordres professionnels, ça permet aussi aujourd'hui d'aller plus loin dans les textes de loi, effectivement, qu'on a pu voter pour protéger les professionnels de santé, sans tomber non plus dans l'excès, effectivement, qui permettrait de pousser tout le monde à la plainte. Il faut quand même être modéré parce qu'effectivement, on a une majorité de gens qui restent quand même agréables dans les relations de soins, mais il faut dénoncer celles qui ne le sont pas pour protéger nos soignants, parce que c'est aussi un souci d'attractivité de la profession. C'est-à-dire qu'on peut perdre des gens ou ne pas les attirer par ce côté-là. Donc il faut s'en occuper, il faut le traiter pour permettre aux gens de travailler sereinement. Stéphane Viry. Moi, je pense qu'il faut poser un principe de tolérance zéro. C'est-à-dire alors Philippe le disait, on avance, me semble-t-il. On avance. C'est pas comme si globalement il n'y avait pas de prise de conscience et pas de mesures prises pour protéger, pour renforcer et pour écouter celles et ceux qui sont victimes d'exactions, de menaces ou de violences. Ça passe par deux choses. La plainte pénale, ça signifie qu'il faut avoir accès au dépôt facilement, si ça implique des démarches, de se rendre dans un commissariat, de perdre du temps pour des commerçants ou des artisans qui n'ont pas de temps, ça peut être compliqué. Donc faciliter effectivement la capacité de signaler une agression, une infraction, ça me paraît essentiel. Ça déclenche l'enquête et espérons que l'enquête soit faite dans les règles de l'art. Et en deuxième temps, et c'est ça l'essentiel, c'est la réponse. Il faut coûte que coûte qu'il y ait une sanction. Si d'aventure, après le dépôt de plainte pénale, après l'enquête, l'auteur, même s'il a des circonstances atténuantes, si l'auteur s'en tire sans rien, eh ben, il y aura une tolérance, une passivité qui va s'installer. Donc c'est là que, me semble-t-il, on doit encore continuer à travailler pour poser un panel de solutions. Ce n'est pas forcément de l'emprisonnement, ce n'est pas forcément des mesures d'amende. Il peut y avoir des mesures de réparation, mais coûte que coûte, un homme ou une femme qui se comporte mal dans un fonds de commerce ou à l'égard d'un artisan, à l'égard d'une profession libérale, qu'elle soit dans le droit ou dans la médecine, doit répondre de son acte. Il faut impérativement qu'en France, on réussisse à la poser très rapidement. Principe de la tolérance zéro et de la sanction pour tout fait et geste, quel qu'il soit. Philippe Bessé, je suppose que l'UNAPL et puis la FSPF accompagnent les adhérents sur ces thématiques-là. Est-ce que vous avez peut-être des conseils pratiques que vous leur donnez? Oui, bien sûr. Alors d'abord, nous avons édité un guide, un référentiel de sécurité avec l'ensemble d'abord des formations, des choses à faire pour que les agressions ne se passent pas. Ce que je l'ai dit, des formations à la négociation et également des choses à faire si jamais il y a des agressions qui se passent. Mais c'est quand même comportemental. Enfin, moi, je vois et j'ai visité des officines qui sont dans des quartiers difficiles. Le pharmacien n'a jamais aucun problème.
À la Grande Borne, à Grigny 2, le pharmacien il va livrer les médicaments et il n'a jamais de problème. Il peut aller à l'intérieur de la cité et là où des gens ne vont pas, là où les forces de l'ordre ne vont pas. Donc il y a encore un respect du soin qui existe. Voilà, il faut faire attention. Il est mis à mal. Il faut le mais chérir, existe, ouais. mais il existe toujours. Donc je suis d'accord, il faut tolérance zéro pour les gens. Et il faut une réponse adaptée, mais également pour les professionnels, une formation et un comportement adapté également. Donc ça passe effectivement par les accompagnements que nous faisons pour nos professionnels. Les ordres font un travail remarquable là-dessus et nous, en tant qu'organisation, on doublonne et on essaie de mettre en œuvre également. En tant que député, de quelle manière vous allez travailler sur ces sujets-là dans les mois et les années qui viennent ? On a déjà travaillé effectivement sur le délit d'outrage, la facilité du dépôt de plainte, l'aggravation des condamnations et des sanctions. Donc je pense que ça c'est indispensable pour qu'il y ait une réponse adaptée aux troubles exécutés, si je puis dire. Donc après, il faut que ces sanctions soient exécutées. C'est vrai qu'on a toujours un délai de la justice qui est important, mais pour les professionnels comme pour les civils, je dirais, il faut vraiment qu'il y ait une réponse en adéquation avec l'agression qui a été portée dans un délai si possible assez court. Donc ça, c'est aussi la réponse de la justice qui est indispensable et nécessaire dans un temps court et auquel il faut qu'on soit attentif parce que les tribunaux sont un peu encombrés. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, je pense qu'il faut que ce soit proportionné. On peut faire des travaux d'intérêt généraux, on peut faire aller travailler les gens dans un service de soins pour voir aussi les répercussions de l'agression auprès des soignants. Mais ça demande un encadrement aussi, tout ça. Oui, ça demande un encadrement, mais ça se fait quand même déjà pour certaines, sur des homicides routiers par exemple. On prend des gens en stage dans des centres pour qu'ils voient les conséquences de leur acte. Donc il y a le rappel à la loi, il y a tout un tas de sanctions progressives, mais il faut qu'elles soient exécutées dans un temps court, de façon proportionnée. Et je pense que c'est que comme ça qu'on ralliera aussi les gens par rapport à la sécurité nécessaire des professionnels ou des commerçants et artisans. Le temps court, pour conclure ? On est en fait dans un schéma de rapport contractuel entre un client, un consommateur et un artisan commerçant, ou entre un patient et un professionnel de santé. Je pense qu'en France, on doit réinstaurer le principe de la responsabilité individuelle. C'est donnant-donnant. Le problème, me semble-t-il, c'est que depuis des décennies, on laisse à penser qu'on a droit à tout, gratuitement, sans rien donner en retour. Désormais, on va en pharmacie, on ne débourse rien. On ne pense même pas à combien coûte le médicament. On est locataire d'un appartement, parfois les appels couvrent tout, on n'a même pas le sentiment qu'il y a un loyer à payer derrière. Je crois que la France a besoin d'un choc de responsabilité individuelle. Ça permettrait de prendre un peu de hauteur et surtout de faire en sorte que ces comportements excessifs, qui globalement ne sont pas sanctionnés, qui apparaissent comme étant normaux, deviennent anormaux et faire tomber les incivilités en responsabilisant les gens individuellement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau pour parler de ce sujet important, effectivement. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On continue, évidemment, puisque la journée n'est pas finie sur U2P TV. A tout de suite.